première information, Sora, on en avait parlé il y a déjà plusieurs mois maintenant. 11e épisode. Exactement, donc on rappelle que c'était le modèle de génération de vidéos d'OpenAI. Qui venait après DALL-E. Qui venait après DALL-E. C'est ça, c'était, pour le rappel, OpenAI propose des modèles qui permettent de générer du texte, des idées, qui est ChatGPT. Ils ont lancé ensuite DALL-E, qui est spécialisé dans la génération d'images, et Sora a été annoncé il y a 9 mois pour la génération de vidéos. Donc à l'époque, on voyait des mammouths, un cosmonaute, on avait quelques brides d'images qui montraient, c'était plutôt joli, grande qualité. Joli. Il y avait quelques limitations qui étaient remontées, mais la particularité, c'était que le produit n'était pas mis à disposition parce que c'était un accès même plus anticipé, c'était très anticipé. Ils avaient sélectionné vraiment sur le volet quelques créateurs qui leur permettaient de tester, de donner des feedbacks. Et après, on n'a pas eu trop de nouvelles en fait pendant 9 mois. Sauf hier, donc ils ont annoncé le lancement officiel de Sora est disponible pour la plupart des utilisateurs. Donc ça a permis de remettre en avant le fait, les capacités de la plateforme à générer des vidéos qui sont ultra réalistes quand même. Il y a quelques exemples là qui passent à l'écran. Donc il y a on peut faire des vidéos un peu fantaisistes, des vidéos. Là tu vois pour la première fois. Oui, ce n'est pas Pirates des Caraïbes, c'est bien du complètement généré. Tu as des images qui sont vraiment très réalistes, même en termes de teint, de peau, de texture. C'est très impressionnant. Donc on le rappelle, Kevin, hein, vu que c'est l'IA génératif, c'est généré par prompt, c'est-à-dire on décrit ce qu'on espère voir le plus fidèlement possible, le plus détaillé. Hein, c'est le principe du prompt engineering. Et je vais y venir tout à l'heure parce que tu as différentes manières en plus d'interagir avec Sora. C'est une des nouveautés. Alors, la qualité, elle est bien. Les limites qui avaient été remontées à l'époque, il y a 9 mois, sont toujours les mêmes. Il y a des problèmes, notamment sur la génération de la physique. Donc là, il y a quelques exemples qui sont assez marrants qui vont être montrés. Par exemple, quand il y a plein d'objets qui sont générés, ce que tu demandes, par exemple, de générer une circulation dans un carrefour un peu rempli, tu vas voir que les voitures, en fait, fusionnent entre elles. Là, les chevaux... Quand on a plein, les canards fusionnent entre eux. Donc, tu as des problèmes un peu de physique comme ça. Et le plus bizarre de tous qu'on a récupéré pour la partie exemple, c'est le rhinocéros. Bon, là, par exemple, ici, tu as un téléphone qui va apparaître, tu vas voir de nulle part, tour de magie. Et attention, il va disparaître de nulle part. Je comprends mieux les spectacles de magie. C'est ça. Et tu as le rhinocéros aussi. Vous allez voir, moi, c'est celui qui m'a donné le plus mal à la tête. Donc, tout va bien pour l'instant. Et après... Non, même là, ça... Voilà. Enfin, donc, il y a des limites au niveau de la physique. Ça, ils en étaient conscients il y a 9 mois. Donc, ils n'ont pas totalement réglé ce problème-là. Par contre, là où ils ont précisé des choses et apporté des fonctionnalités en termes d'interaction avec Sora, c'est qu'effectivement, tu peux envoyer un prompt pour générer des images. Enfin, des vidéos, pardon. Et il y a tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées aussi. Donc, je les ai prises dans l'ordre. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Remix, qui permet de régénérer des vidéos identiques, mais en ajustant certains éléments du prompt. Donc, en fait, toutes les vidéos que tu génères, tu peux les publier dans la bibliothèque, la médiathèque Sora. Et toi, en tant que créateur, si tu as un prompt qui te donne des résultats qui sont assez intéressants, donc si tu regardes là, par exemple, une porte qui s'ouvre vers une bibliothèque, et tu peux repartir de ce prompt-là et dire, je veux finalement modifier le type de la porte. Ou derrière, je veux pas que ce soit une bibliothèque, je veux que ce soit de l'espace. Ou telle autre chose. Alors c'est d'ailleurs une chose, hein, tu parles de fonctionnalité, c'est quand même l'annonce au-delà de la mise à disposition du modèle, c'est qu'ils te mettent à disposition une plateforme en fait, avec des fonctionnalités, c'est un studio presque, comme DALL-E qui va te permettre de... donc c'est une nouvelle plateforme, hein, c'est Sora.com si je ne dis pas de bêtises, et du coup qui se différencie de la plateforme ChatGPT par un accès direct, et du coup voilà, on a des fonctionnalités parce qu'on a un studio de développement de vidéos par l'IA générative. Donc tu as la fonctionnalité Remix, tu as la fonctionnalité Recut qui est bien aussi, c'est que tu peux prendre une vidéo de base, sélectionner uniquement la partie de la vidéo qui t'intéresse, et du coup, vu que tu l'as coupée, tu l'as trimée, tu peux générer les images qui viennent après ou les images qui viennent avant. Donc tu vois, tu exploites une vidéo qui existe déjà. On peut sauver Star Wars épisode 8. Challenge, Romain. Il y a peut-être un truc. Moi perso, je trouve que ce film n'est pas sauvable, mais bon. Est-ce que je peux cut tout le film et le refaire? C'est ça. Je cut juste le générique de départ. Après, alors ça, il y a une fonctionnalité, peut-être que ça va être la solution, mais avant ça, il y a la fonctionnalité Loop qui permet pareil d'isoler une partie de la vidéo et la reboucler autant que tu veux. Donc par exemple, tu vois une fleur qui éclot. Les vagues qui loupent comme ça à l'infini. Donc ça peut être assez joli pour ce qu'on appelle des b-rolls dans les vidéos. C'est des images un peu, des vidéos de transition un petit peu dans tes montages. Storyboard. Peut-être que ça peut sauver Star Wars épisode 8. En fait, une des difficultés que tu as dans la génération d'images et de vidéos, c'est que quand tu fais une image, tu dis génère, je sais pas, Nicolas par exemple assis dans un bureau.
Si tu veux générer ensuite une autre image pour raconter une autre scène avec le même personnage, eh ben, t'as pas la consistance. Donc tu as des moyens un petit peu détournés pour récupérer des choses, mais là, ils ont pensé à ce cas-là, parce que la vidéo, il faut une cohérence à travers tes différentes scènes. La persistance des objets dans le temps. C'est ça. Même du style, la lentille que tu demandes d'utiliser et tout. Et ça s'appelle storyboard. Et storyboard, du coup, ce que ça va te permettre de faire, c'est avoir plusieurs panels où tu vas faire différents prompts. Et quand il va générer les vidéos, il va prendre ça comme une histoire entière et il va te générer un nombre de frames avec une consistance graphique, visuelle, créative sur le tout, en fait. Donc s'il te génère un perso, il retient finalement le prompt qu'il a utilisé pour le perso et il te le maintient dans le temps. Et toute l'ambiance. Et toute l'ambiance qu'il y a autour. C'est un vrai storyboard. C'est intéressant, c'est extrêmement intéressant. C'est ultra intéressant pour les personnes qui veulent storyboarder quelque chose avant de lancer une production vidéo plus importante. Trop bien. Ça, justement. Tu as la partie blend qui est sympa aussi. Tu peux prendre 2 vidéos différentes et les fusionner pour un peu avoir le meilleur des deux mondes. Par exemple, là, tu as un exemple où tu as des flocons de neige qui tombent à gauche. À droite, des pétales de fleurs. Et tu fusionnes les deux. Et ça tombe, c'est super intéressant. Superbe. Tu as la partie preset qui est un peu plus classique. Tu peux enregistrer des styles que tu aimes bien. Par exemple, quand tu génères des images, si tu aimes bien le style Pixar, tu sais, à chaque fois, c'est un peu relou de taper le même prompt encore à chaque fois. Et ben là, tu peux enregistrer des presets. Ils te le proposent pas, c'est toi qui les enregistres? Alors, ils t'en proposent quelques-uns, mais tu peux enregistrer tes propres presets que tu peux mettre à disposition à la communauté ensuite. Et du coup, tu as le mammouth, par exemple, tu peux passer d'un preset noir et blanc à un preset un peu créatif. Et la dernière feature, ce qui est intéressant, tu peux prendre une photo et lui demander de t'animer la photo j'ai vu ça, sous la forme de mouvement. Ça, j'ai pas cru. Les résultats sont un peu bizarres en fonction de... Si ça implique de la physique, typiquement, il y avait un exemple, je crois qu'on l'a pas mis là, mais c'est un exemple d'un YouTuber en fait, qui joue une partie de Ultimate. Donc c'est une partie de rugby, frisbee, c'est un mélange de ça. Et du coup, la photo, c'était une photo figée où il attrapait un frisbee. Donc il a demandé d'animer le reste. Et là, ça fait des choses bizarres, un peu comme le rhinocéros. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une autre tendance, je vous l'avais partagé, j'ai plus le nom du modèle, mais notamment, il y a un modèle qui a été annoncé dernièrement dans le domaine des jeux vidéo, enfin, qui s'appliquerait pas mal aux jeux vidéo. C'est justement, tu as une image et ça te rend un monde ouvert. Tu vois, c'est que tu vois ta photo de village médiéval et en fait, tu peux carrément te balader dans le village à partir, ça te génère tous les plans d'après, comme si c'était un monde ouvert où tu peux te balader. Donc, tu sens que ce côté de créer à partir d'un plan statique quelque chose d'animé ou même quelque chose en vision un peu 3D est vraiment en train d'arriver pour le coup. Mais ce qui était impressionnant, c'était que même si, là c'est un peu aléatoire en termes de physique, mine de rien, le fait qu'il est animé en prenant en compte derrière toutes les caractéristiques de la photo, la luminosité, le décor et tout, c'est quand même pas mal. Et sachant que ça, c'est une première version publique, donc ça ne peut pas être pire que ça. Ce qui est extrêmement intéressant quand même, c'est que, encore une fois, ça a été annoncé il y a presque 1 an maintenant, c'est enfin disponible. Moi, je voyais ça tellement plus tard, mais ça va tellement vite que voilà, c'est disponible, c'est pas si cher en vrai. Alors, on va en parler après. Non, mais c'est pas si cher par rapport à quelque chose d'extrêmement nouveau et ce que ça fait, l'impact. Après, l'histoire de la physique, il est important de le rappeler. On rappelle qu'un l'IA générative, finalement, elle génère en probabilité toujours l'image d'après, c'est ce qu'elle va faire par rapport à un contexte donné, etc. Mais du coup, cette représentation de l'objet en 3D n'existe pas aujourd'hui dans les modèles d'IA générative. Et d'ailleurs, il y avait une super interview de Yann Lequin qui expliquait ça, je crois, sur le podcast Génération Do It Yourself. Il disait globalement, si tu as l'image d'un stylo que tu lâches, l'IA générative connaît bien le plan de départ, la génération de ton image du stylo, le plan d'arrivée qui est le stylo qui est par terre. Après, mais ce qui se passe finalement dans l'environnement entre les deux, ça reste très abstrait et c'est fait avec une logique, on va dire... Après, il y a des choses qui sont... etc. Et l'exemple du rhinocéros est très bon parce qu'il est bien fait, la savane autour est bien faite, mais alors il se déplace d'une manière qui est inconsistante par rapport à ce qu'on attendrait. Mais là où c'est impressionnant, le plan du Kraken au début, avec les vagues, avec la... Exactement. Alors par contre, c'est là où tu vois, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux faire un film à base de scénettes et de plans enchaînés, où t'as pas trop de déplacements, globalement, dans ton environnement de choses complexes, tu peux très clairement arriver à faire un beau film. Les vagues sont réelles, enfin je veux dire. Je pensais que c'était les vagues sont vachement bien. Qui tapent contre le bateau, enfin je veux dire, il y a pas mal d'éléments. Même sur cette scène à l'écran, là, on voit des personnes dans l'eau avec des trucs en fumée. En vrai, ça pourrait être un montage artistique. Concrètement, on aurait le même résultat. Je pense que ça va pas mal aider, comme tu sais, l'industrie du cinéma, pour notamment toute la partie storyboarding. Ça prend du temps, c'est coûteux, surtout pour la génération, tu sais, un peu de
d'images de synthèse pour juste voir à quoi va ressembler l'industrie du cinéma ou les amateurs. Enfin, les amateurs aussi, c'est ça ce que j'allais dire. Qui n'a pas envie de créer son Pixar un jour juste pour s'amuser même tu vois, de mon côté, si jamais je veux... Moi, tu vois, par exemple, à titre personnel, j'aimerais bien progresser un peu en vidéo, etc. J'ai pas l'expertise pour faire du storyboarding, etc. C'est ton propre DBZ, on te connaît. Moi, j'avais vu des vidéos comme ça, où effectivement, des vidéos figées, même en noir et blanc, de personnes, de famille. Alors, il y a un aspect aussi très personnel, et tout d'un coup, la photo s'animait. Une femme avec un enfant, je crois que c'était pour un anniversaire, un goûter, il y avait un gâteau, etc. Et tout d'un coup, ça s'anime comme si une vidéo de quelques secondes. C'est extraordinaire. On revit des moments. Le potentiel sur de la photo ancienne, etc. Je pense pour les personnes, encore une fois, les personnes disparues, etc., peuvent vraiment aller très très loin. Alors après, il faut voir jusqu'où on peut aller en termes de. Je pense que on va déjà trop loin sur le sujet. C'est-à-dire qu'en Chine, ils utilisent les réseaux sociaux pour recréer une IA de la personne disparue. Ils recréent les gens décédés. Et donc là, et avec les vidéos, ils recréent les vidéos. Donc si on rajoute encore ça, en fait, il y a une ligne morale qui apparaissent. J'ai toujours l'image, tu sais, de la photo de famille d'Harry Potter. Tu vois, qui s'anime. C'est pas loin de ça. C'est exactement ça que je voyais. Là, du coup, ils ont quand même gardé. Tarif, du coup. Ouais, tarif. Bon, ils ont gardé déjà quelques principes. Par exemple, tu peux pas demander de générer des vidéos de personnes connues, de personnes mineures. Enfin, ils ont mis tout un tas de contrôles comme on l'a sur Dali déjà. Mais personnes connues, c'est-à-dire de célébrités. Si jamais je mets une vidéo de Satya Nadella serrant la main à Kevin Alandou, ça ne marchera pas, malheureusement. Très bien. Voilà. Après, on a aussi vu des problèmes qu'on a testés dans le monde pro. Par exemple, tu as une collègue qui s'appelle, c'était toi qui m'en parlais, je te vois sourire, tu as une collègue qui s'appelle Lolita, elle n'a pas le droit de faire de l'IA. Parce que globalement, c'est le mot qui déclenche tous les filtres pédophilie. Exactement. Voilà. Donc par exemple, il y a des gens aujourd'hui, à cause de leur prénom, ils sont exclus des technologies. Donc ça, je pense qu'on pourra même en faire un vrai débat de fond un de ces jours. Mais les prénoms peuvent exclure des technologies d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent des mécanismes de filtres qui sont pas parfaits. C'est ce que tu cites. On en reviendra peut-être sur un sujet à part, trop exclusif, mais bon, d'un côté, c'est la sécurité. Aujourd'hui, tu peux pas tout faire. Si on faisait un petit focus sur les tarifs, ça coûte combien? Sora va être disponible avec une licence ChatGPT+. Donc ChatGPT+, c'est $20 par mois par utilisateur. Et du coup, avec ça, tu as le droit à 1000 générations de vidéos. Et 1000 générations de 5 secondes, non? C'est pas ça? Justement, j'y arrive. C'est maximum 720p et maximum une durée de 5 secondes par 720p, c'est très bien déjà. C'est déjà bien. Et toutes les vidéos générées sont sans son, de toute façon. Donc là, tout ce qu'on montre, de toute façon, c'est juste de la vidéo, il n'y a pas d'audio derrière. Il y a un nouveau mode de licensing qui s'appelle grosse annonce aussi, quand même, qui fait partie des annonces. Donc, j'explique déjà ce qu'il y a dans Sora à l'intérieur dans la version ChatGPT Pro. Ça coûte $200 par mois, par personne. Mais là-dedans, tu peux générer 500 vidéos. Donc, sinon, tu as 10 000 crédits. D'accord. Tu as la partie 1080p en termes de génération, 20 secondes de vidéo tu peux générer. Et tu peux générer jusqu'à 5 vidéos en même temps. Donc là, tu commences à faire du petit film, quoi, sans attendre 6 mois pour avoir ton... Et tu peux télécharger la vidéo sans watermark. Parce que globalement, quand tu génères... En plus, quand tu génères, Kevin, malheureusement, tu peux te gourer. C'est-à-dire que les 5 secondes que tu crées peuvent être inexactes. Donc si tu en as 50 et que finalement, sur les 50, il n'y en a qu'une qui te plaît, et du coup, ton film, tu n'as que 5 secondes de ton film pour un mois. C'est ça. C'est ça. Et c'est là, je te rejoins. Moi, ce que je reproche à la version, par exemple, tu prends Dali. Au début, c'était marrant, on apprenait tous à se servir de Dali. Ouais, je m'en sers pas tous les jours, donc je suis pas un pro. J'ai voulu m'en servir hier. J'ai eu le droit de faire 2 images qui n'allaient pas. Voilà, au revoir, j'ai perdu mon temps. Et pour moi, je suis désolé, mais là, je suis cassant. Ces outils-là sont une perte de temps parce que quand tu as le droit de faire un prompt par mois et qu'ensuite on dit désolé, je progresserai jamais sur l'outil. Et pour moi, du coup, il est inutile et j'en veux pas. Je fais exprès l'avocat du diable un peu les gens, mais on pousse à la version plus. Enfin, je veux dire, faut après, la version tu plus. Tu peux utiliser sinon Microsoft Designer. Exactement, c'est ce que je fais. Perso, et moi j'ai 70 crédits. 50 images par mois, ça te permet de faire des essais et de voir si à un moment c'est suffisant pour aller vers la version pro. Donc quand même, l'arrivée de la version pro est importante. C'est un nouveau mode de licensing sur ChatGPT. Donc là, on parle de tout ça, c'est hors écosystème Microsoft. Sora n'a pas encore été d'ailleurs annoncé sur Azure aujourd'hui. Pourrait le devenir prochainement. Je ne sais pas c'est quoi ce qui arrivera, on en parlera. Et du coup, dans la version Pro à $200 par mois... Donc, tu as cette partie de Sora... Qui n'enlève pas la version Plus, parce que quand je lisais les articles, moi, j'avais l'impression que du jour au lendemain, ChatGPT était passé à $200 par mois. Et en fait, c'est vrai que le ChatGPT Pro, il est arrivé comme ça fin de semaine dernière, il a popé.
Et en fait, ils ont annoncé comme ça en disant vous savez, le modèle O1 qu'on vous a montré la dernière fois, qui est ultra impressionnant, etc. Et ben en fait, il est bridé depuis le départ. Exactement. Et on vous met à disposition dans la version ChatGPT Pro pour qu'ils appellent ça des power users, des enthousiastes de fou sur la partie IA, la modèle non bridé de O1 qui est du coup est plus performant sur tout ce qui va être analyse mathématique, etc. Et là, on a des benchmarks. Alors, on le rappelle, O1, c'était un modèle spécifiquement adapté à résoudre des problèmes complexes et en tout cas, notamment à séparer les parties d'un problème, ce qu'ils appellent le chain of thought de mémoire, et la chaîne de réflexion finalement du modèle, et qui est appropriée dans notamment tout ce qui est plus équations mathématiques ou des choses comme ça. Il priorise la réflexion plutôt que la vitesse de réponse. Exactement. Et de décomposer le problème étape par étape. Et du coup, c'est le graphe que tu montrais, Antoine, à l'écran, il est assez intéressant. C'est ce qu'ils annoncent quand même, ce qui justifierait de passer d'une version O1 dans un ChatGPT plus basique à un O1 Pro, c'est qu'on a plus 50% de gains de résolution sur certains donc ils l'ont benchmarké sur les principaux concours mathématiques, etc. C'est comme ça qu'on évalue les IA Gen aujourd'hui. On vise une IA générale qui serait au moins aussi bonne que l'humain dans la plupart des grands concours maths, droit, etc. Et on obtient des plus 50% de résultats, ce qui est énorme en termes de raisonnement. Donc, il n'était pas si surprenant au début, mais là, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment une bête de course derrière. Il y a déjà du gap. Et le deuxième chose dont on parle, c'est qu'il s'approche dans ce qu'on appelle le 90e percentile. C'est-à-dire qu'on passe dans ce fameux plus de 90% de réponses. Et on sait que le seuil entre les 90 et 100 est très très dur à atteindre. Mais chaque pourcentage gagné, c'est une grosse dixième, est une grosse étape. Donc voilà, on a peut-être un super modèle de raisonnement là qui est disponible. Et il s'était bien caché. Ils ont lâché les choses sur la version Pro. C'était bridé. Donc on va terminer sur ça. Donc c'est quand même deux grosses annonces sur le monde OpenAI et de l'IA générative. Du coup, c'est l'annonce de Sora enfin disponible. Voilà, il y a encore 6 mois, je disais à mes clients, on n'est pas prêt demain de faire en version pro de la génération de vidéos. J'ai encore menti cette année et je m'en excuse. Et c'est pas prêt de s'arrêter a priori. Le deuxième sujet, c'est le nouveau mode de licensing. Elle est encore incroyable, l'image à l'écran là, en mode Pirates des Caraïbes. C'est le nouveau mode de licensing ChatGPT Pro à $200 par mois, mais qui comprend super modèle de raisonnement avancé et du coup de plus grande capacité de génération de vidéos avec Sora. C'est ça.